En fait, le complexe colonial associé un peu à l'hypertrophie du capitalisme. Je vais même pas, en fait, c'est vrai que je m'attaque aux différents régimes en rapport avec leur subordination au modèle colonial et aux logiques coloniales. Mais je pense quand même que je creuse un peu plus et je m'attaque plus au capitalisme. Parce que c'est le capitalisme qui est déshumanisant. C'est le capitalisme, en fait, qui crée d'une certaine manière la boulimie et la gourmandise, tu vois, et en même temps, qui entretient euh, euh, des crises qui sont anxiogènes, euh, avec un niveau de stress pour les humains incommensurable, mais qui, au final, profite toujours encore au capitalisme. C'est-à-dire que loolu qui référence à Schumpeter, c'est si le capitalisme est différent de tous les systèmes qui l'ont précédé, c'est sa capacité à dépasser ses tendances autodestructrices. C'est-à-dire que c'est même un système qui encourage les crises. Et ça, nous, dans notre débat de libération, on n'a pas assez très fait focus sur ça. Au contraire, on a plus mis en avant les spécificités d'ordre culturel ou l'approche culturaliste et avec les complexes irrelatifs. C'est-à-dire le complexe d'infériorité vis-à-vis de l'empire colonial ou un certain complexe de supériorité aussi. Lorsqu'on fait référence un peu à notre passé, comment dirais-je, légendaire de l'Afrique, de l'Égypte ancienne et comme berceau de l'humanité et berceau des civilisations et tout ça. Donc, il y a un rapport de complexité qui se pose entre nous et l'Hexagone. Deuxième volet, aussi, j'avais voulu mettre le focus sur ça. Et je fais référence un peu à l'Amérique latine, tu as bien fait de le mentionner, c'est que nous ne savons pas nous inspirer des exemples qui marchent. C'est-à-dire que au lieu plutôt de reproduire le modèle capitaliste européocentré, nous pouvons aussi nous inspirer sans forcément faire du copier-coller avec les luttes d'émancipation et d'indépendance qui ont été menées en Amérique latine, avec laquelle nous avons une similarité de parcours historique, parce qu'ils ont connu autant que nous l'esclavage et la colonisation. Contrairement à nous, ils ont mené des guerres de libération avec le mouvement de Simón Bolívar, qui est parti de Venezuela jusqu'au Nicaragua et au Pérou, en passant par la Bolivie et le Mexique. Donc, nous avons une spécificité historique, ça leur a permis d'asseoir ce qu'on appelle une pertinence théorique et sociale d'une idéologie combative. Nous, au contraire, je pense qu'on a, voilà, on n'a pas du tout été radical. C'est ce que je fais un peu même mention de cette absence de radicalité dans le livre, quand je dis écho d'une radicalité sans le prisme de la radicalité. C'est ça, en vérité. Nous sommes contentés de rester en surface et nous avons quelque part, à mon sens, eu peur de plonger, mais véritablement dans les profondeurs de la radicalité, parce que justement aussi, c'est vrai que la puissance coloniale n'est pas restée impassible, ne nous a pas aussi donné le temps de la réflexion et du recul. La puissance coloniale a continué toujours de nous presser et de nous embrigader dans des logiques qui sont contre-productives, qui sont en fait mimétiques d'une situation qui est inadaptée à des réalités socio-historiques, culturelles et cultuelles et identitaires même de notre espace, au point que finalement, voilà, c'est bis repetitas, quel que soit celui qui incarne le pouvoir, quelles que soient ses sensibilités idéologiques. Nous avons eu des socialistes, nous avons eu des libéraux, mais dans l'ensemble, la structure de la gouvernance est restée plus ou moins inchangée. Il n'y a eu qu'un jeu de chaises musicales où on a enlevé un Pierre pour mettre Paul, mais la verticalité est restée encore rigide et
le besoin d'émancipation et le besoin de développement économique et social et d'épanouissement socio-culturel des masses reste encore plus réel, plus prégnant de génération en génération. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai voulu mettre en exergue. Je ne sais pas si je réponds à ta